Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, j'entame une courte série portant sur le jeu de rôle Sapa Inca. En effet, un gros colis est arrivé de la France, l'ensemble de la gamme du jeu de rôle Sapa Inca. Je vais essayer de faire attention, je veux dire Sapa Inca et non Sapa Inca avec mon gros accent québécois. En fait, c'est une production francophone. C'est assez rare que j'en ai comme sous la main physiquement. Déjà, je suis très excité. Et donc, je suis vraiment heureux de pouvoir vous parler de ce jeu-là. Ici, vous voyez le livre de base pour ceux qui m'écoutent avec le visuel, pour plusieurs raisons. Mais avant d'aborder, en fait, les raisons qui me remplissent de joie de parler de Sapa Inca, c'est important de mettre un peu la mise en contexte. Qui est derrière cette production qui contient pour l'instant quand même plusieurs livres, qui a été en campagne de sous-financement et qui a eu la possibilité de débourser assez d'argent pour débloquer certains paliers et ainsi assurer la production de quelques ouvrages de plus. Le jeu en fait est publié par Odonata Éditions, qui est une petite boîte qui offre des propositions ludiques diverses et riches. Ils se sont beaucoup fait connaître avec Insectopia, qui est sorti déjà il y a quelques années, et ils s'occupent de la prochaine version francophone du jeu Ultraviolet Grassland, dont j'ai d'ailleurs fait une critique sur le sujet. Je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment un chouette produit. Mais concernant vraiment spécifiquement Sapa Inca, en fait, l'équipe qui est derrière la création de cet ouvrage, eh bien, je peux mentionner par exemple Éric Dubourg qui a travaillé sur Byzance 800 pour L'Appel de Cthulhu, Imperator. Il y a Zediac le rôliste qui a été scénariste pour Bitume, Insectopia, Torg, Casus Belli. Il y a Nutor le Noir qui est très connu dans Sci-Fi Universe, un site internet de référence pour justement le monde de la fantasy, autant sous toutes ses formes et de la science-fiction, qui est aussi écrit pour l'élite, Bitume et autres. Et le tout fut mijoté durant 4 ans, mélangeant recherche, passion et élaboration. Une équipe solide pour un résultat solide, c'est ce qu'on va vérifier ensemble. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça, je dis une courte série parce que je vais tenter de proposer quelques vidéos sur Sapa Inca, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je trouve, et je vais essayer de m'étendre sur les différents ouvrages qui sont disponibles dans pour la gamme pour l'instant, ainsi que le système de jeu, voir un peu les spécificités. Donc, ça va peut-être être un peu différent de mes critiques habituelles que j'ai l'habitude de faire, où je suis assez cadré avec la même formule, visuel, système, critique finale, merci, bonsoir. Je vais prendre le temps d'un peu plus élaborer, explorer, peut-être même fouiller dans l'ouvrage devant vos yeux si j'ai la possibilité de soulever quelques petites choses qui ont attiré mon attention sur le coup. Mais déjà, je peux déjà commencer avec le thème, c'est important parce que c'est en fait un des gros aspects forts de Sapa Inca, c'est que c'est un jeu de rôle uchronique qui se déroule en Amérique du Sud au 16e siècle, au moment de la conquête espagnole. Mais dans cette Amérique en fait précolombienne, les armées chrétiennes se sont enlisées dans un conflit qu'elles n'ont pas gagné, contrairement à l'histoire comme on la connaît. Donc une uchronie, comme j'en ai déjà parlé peut-être dans d'autres vidéos, c'est une version alternative de l'histoire. C'est une histoire qui n'a pas eu lieu, qui tout de même provient de quelque chose de vrai, mais qui, à un certain point dans son déroulement, se diverge de la réalité pour on dirait, aller vers quelque chose d'autre. Et c'est ce que nous propose Sapa Inca. Justement, comme je mentionnais, les armées chrétiennes se sont heurtées à la puissance des dieux Incas qui appuyaient les armées de l'empereur. Et là, je suis vraiment désolé, ça va être ça pour tout le long. Je vais des fois mentionner des termes dans la langue utilisée dans l'ouvrage pour la mention de certaines choses, et ça se peut que mon accent soit terrible. C'est l'empereur Ninan Kyoshi, j'espère l'avoir dit comme du monde, et en fait, ils ont dû se résoudre à une paix précaire. Donc, il y a vraiment eu l'intervention divine des dieux Incas qui se sont mis de la partie dans la guerre contre les Espagnols et la chrétienté, faisant en sorte que les chrétiens se sont cognés à un mur. Ça n'est pas allé vraiment comme ils le voulaient. Dans Sapa Inca, justement, les dieux peuvent s'incarner dans des plantes, des animaux, des espèces des animaux totems qui sont très importants dans la culture Inca, dans la pierre, le vent, même les rêves des hommes. Ils récompensent la dévotion, mais savent également les influencer pour gagner en pouvoir. Donc vraiment influencer l'espèce humaine pour pouvoir, en quelque sorte, avoir plus de croyances et ainsi être de plus en plus puissant.
Les peuples amérindiens ont des liens avec un grand nombre de dieux qui font partie intégrante de leur vie quotidienne dans le contexte du jeu et qu'ils vénèrent à travers les sacrifices et les offrandes. Chaque habitant est en connexion plus ou moins forte avec un dieu principal ainsi qu'un animal totem. Ça a un lien aussi dans le système, je vais y revenir tout à l'heure. Et bon, on s'entend que plus une personne, plus un individu réussit à accomplir certaines actions qui peuvent plaire à sa divinité ou à son animal totem, ce dernier peut avoir il peut se voir octroyer certaines capacités extraordinaires, certains pouvoirs. Comme on est habitué, le clergé chrétien, quant à lui, a depuis longtemps coupé les fidèles de leur lien à ses forces afin d'utiliser la religion comme un instrument de contrôle politique, comme on l'a vu dans l'histoire. Mais pour la première fois, et c'est un peu le renversement de toute la situation, la table qui tourne, il se heurte à de véritables miracles qui pourraient saper les fondements du culte chrétien et menacer son autorité jusqu'en Europe. Sappa Inca ne vous propose pas d'incarner de prime abord des explorateurs ou des colons à la découverte de l'or et des secrets des Incas, mais au contraire vous offre plutôt l'occasion de vous placer du point de vue de ceux-là même qui ont formé le plus grand empire que l'Amérique a jamais connu. Vous allez pouvoir, vous avez érigé des cités d'or. Les Incas, c'est ce qu'ils ont fait. Vous avez développé les plus grands réseaux routiers du continent. Vous avez pacifié la région de la Cordillère des Andes et apporté les bienfaits de la civilisation au peuple qui la compose. Tout cela au nom des dieux dont vous accomplissez la volonté et dont votre empereur, le Sappa Inca, d'où le nom du jeu, est le représentant sur Terre. Dans le jeu, vous incarnez ce qu'on appelle des Amashak. Vous n'êtes pas le Pekno du coin, vous n'êtes pas de simples habitants de l'Empire Inca, vous êtes des Amashak, ce sont les protecteurs au service du Sappa Inca. Un peu comme, je vais essayer de trouver une comparaison, vous êtes un peu comme les agents secrets, pas trop secrets, de Lapin Inca, les agents gouvernementaux en quelque sorte, du Sappa Inca. Vous êtes investis des pouvoirs divins et totémiques, et vous êtes des agents élites loyaux à l'Empire Inca. L'Empire Inca qu'on nomme et là, encore une fois, je suis désolé, le Tayuan Tinsuyu, que c'est vraiment ce qu'on va appeler l'Empire Inca, et même un des livres porte ce nom-là. Si vous avez à cœur de défendre ce royaume-là, cet empire, contre toute menace possible. Juste avec cette description-là, il y a plusieurs points qui viennent titiller mon intérêt pour le jeu qui est Sappa Inca. Déjà, l'Uchronie. L'Uchronie, ça c'est quelque chose que j'adore dans un jeu de rôle, explorer l'histoire qui n'existe pas. Pour moi, c'est un des meilleurs terrains de jeu qui existent, explorer un contexte qu'on peut tordre sur lequel le passé existe, mais dont le futur reste à écrire, ce n'est pas celui comme on le connaît. Le livre de base propose d'ailleurs une jolie mise en contexte avec certains propos pour pouvoir bien comprendre où est-ce qu'on se retrouve, dans quel contexte on est, en quelle année est-ce qu'il y a vraiment cette cassure-là qui se fait avec l'histoire comme on la connaît, installant juste assez les balises de l'univers de l'Empire Inca dans lequel vont évoluer les personnages. Et ça, il y a un aspect de ça qui vient vraiment me titiller, parce que c'est en 1535, il me semble. C'est vraiment là où est-ce que ça commence. Il y a quelque chose. L'Empire Inca est comme un peu à son apogée, et bien qu'il y a des ennemis qui sont autour de lui, qui le perçoivent un peu comme... ils vont le percevoir comme proche de la fin, bien, pour ce dernier, pour l'Empire, ce n'est pas le cas. Il a l'impression que ce n'est seulement qu'une série de difficultés qu'il va pouvoir traverser et ainsi continuer à grimper les échelons, à devenir de plus en plus puissant. Et c'est un avenir qui, justement, implique les héros, les Amashak, les personnages, puisque ces derniers vont être des joueurs assez importants dans le contexte, en fait, de justement de l'agrandissement ou au contraire la chute de cet empire. Et tout ça, moi, personnellement, le contexte uchronique, c'est un élément vendeur. Alors que j'en ai déjà parlé dans beaucoup d'autres vidéos, j'ai la difficulté avec un univers complètement préétabli dans lequel on doit assimiler une masse d'informations pour comprendre le fonctionnement de ce dernier avec des noms qui n'en finissent plus, bien que dans l'Empire Inca, il y a aussi des noms qui n'en finissent plus, mais de vraiment devoir justement se plonger dans une œuvre de fiction qui existe pour le bien du jeu, c'est pour moi un bloquant. Pour d'autres, c'est d'une facilité même. Pour moi, c'est une certaine difficulté. La particularité avec Sappa Inca, avec ce bel ouvrage que j'ai ici dans mes mains,
c'est que, veux pas, c'est basé sur une véritable histoire. Ainsi, il y a eu la possibilité d'aller chercher une foule d'informations qui se basent sur des faits réels, qui se basent sur des événements qui sont survenus ou qui peuvent survenir, et sur le mode de fonctionnement aussi de la cité, de l'Empire Inca plutôt, comment celui-ci pouvait, on va dire, cultiver les terres, comment est-ce que le déplacement entre les villes se déroulait, c'était quoi les tensions entre les différents peuples là, qui pouvaient se trouver dans Sapa Inca ou dans l'Empire en soi. Tout ça, ça demeure une base qui est véritable. Et même si le jeu en soi va, oui, explorer des zones qui sont complètement de fiction, eh bien, pour moi, je trouve ça plus facile à ce moment-là quand même d'aller chercher l'information, de la lire, et j'ai l'impression d'apprendre des choses qui ont un lien avec l'histoire. Étant un mordu d'histoire, ça vient titiller mon intérêt un peu plus. Surtout une histoire que je connais moins, et c'est aussi, je vais en revenir tout à l'heure, une histoire que je connais moins, alors qu'on est très habitué avec certaines on va dire, univers, ou du moins certaines ambiances qui sont très populaires dans l'univers du jeu de rôle. On s'entend l'Europe médiévale, l'Europe médiévalo-centriste, ou même très très nordique aussi également, les Vikings, et même aussi à un certain point également l'univers japonais, où les différentes cultures asiatiques peuvent se retrouver aussi dans certains jeux. Mais on s'entend, les cultures précolombiennes, d'Amérique centrale, Amérique du Sud, ce sont des zones de jeu qu'on est moins habitué de voir en jeu, un peu comme justement aussi également je veux dire, la Nouvelle-France, on la voit un peu, l'histoire de l'Amérique du Nord aussi également, un petit peu, mais c'est pas non plus les gros terrains de jeu. Ça fait partie des raisons qui ont fait en sorte que pour moi, l'Appel de Cthulhu, c'est un jeu que qui m'a énormément marqué ma vie de rôliste, et c'est parce que ça m'a fait découvrir l'aspect un peu historique. J'avais le plaisir d'aller chercher de l'information sur les années 20 aux États-Unis, savoir comment est-ce que se déroulait telle chose, on va dire la prohibition, l'utilisation des armes à feu et tout ça, ou même l'utilisation de la médecine, les hôpitaux pour la santé mentale, des choses comme ça. Et là, Sapa Inca, ça me fait un peu le même effet. C'est ça que je trouve vraiment cool. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu cet effet-là. Cet effet de ressentir un besoin d'approfondir mes connaissances sur un sujet précis. Et je vais vous l'avouer, en lisant l'ouvrage, je suis allé après ça comme fouiller. J'ai comme le réflexe un peu plus d'aller comme fouiller sur différents sites de référence. L'Empire Inca, ok, les différences, aller voir un peu, tu sais, c'est quoi les particularités, la relation qu'elle pouvait avoir avec justement l'Amazonie, à quel point est-ce qu'ils pouvaient pénétrer l'Amazonie, est-ce que pour eux c'était facile, c'était quoi leur mode de culture et tout ça. Mais tout ça, ça demeure aussi des faits qui sont abordés dans l'ouvrage. Et juste déjà à ce point-là, je suis encore dans les mises en contexte, j'ai même pas encore parlé du système de jeu. Il y a vraiment quand même beaucoup de stock. Je pense que pour certaines personnes, ça peut être un frein parce qu'il y a quand même énormément de contenu à aller chercher, beaucoup de termes. La terminologie Inca, qui, je suis persuadé, est très fidèle, j'ai pas comme été contre-vérifié, voir si c'est le cas, mais j'en suis persuadé, peut parfois être aussi un peu... peut être très difficile à utiliser comme balise pour pouvoir comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Ça m'a pris du temps avant de vraiment catcher, de comprendre que le terme, juste pour être sûr que je ne me trompe pas, le terme, je l'ai ici, là, c'est Taiwan Tinsuyu, ça veut dire vraiment l'Empire Inca. J'ai fini par comprendre que c'est ce que ça voulait dire. Et on s'habitue, mais il y a quand même le besoin, ou du moins il y a cette volonté-là de vouloir apprendre des nouvelles choses et de, à la limite, à un certain point, les assimiler. Mais moi, d'un point de vue historique, qui se diverge l'Uchronie, j'ai aucun problème. Reste à voir si pour vous, ça peut être un frein ou non. Et les auteurs du jeu ont vraiment pris le temps nécessaire pour accomplir les recherches avec une bibliographie qui est présentée dans le début du livre de base. Je l'ai ici sous les yeux avec une pléthore d'œuvres, que ce soit des sources, des études, des romans, des séries télé qui ont été animées, qui ont été aussi les Mystérieuses Cités d'Or, qui ont été des sources d'inspiration ou on va dire d'une base sur laquelle ils ont travaillé pour pouvoir découvrir un peu, ou du moins mettre en lumière les particularités de l'Empire Inca et reprendre cette information-là, la remâcher, la recracher dans un livre afin que celle-ci soit digeste et compréhensible. Déjà, juste pour ça, je lève mon chapeau. Avant même de plonger dans le système de jeu, pour ça, je ne peux que féliciter les différents auteurs parce que c'est
c'est très bien fait, c'est très bien écrit. C'est peut-être parfois un peu verbeux, c'est pas grave. Moi, je suis un peu en bon québécois, on dit un peu frileux là-dessus, c'est-à-dire que j'ai certaines réticences sur les textes qui sont trop verbeux, mais de manière générale, je trouve qu'ils ont vraiment fait un très beau travail pour faire une sommaire de ce que pouvait être l'Empire Inca, de ce qui peut être le terrain de jeu des personnages. Et c'est ce qui nous amène au système de jeu. Je vais également en profiter pour parler un peu de ce qui constitue un personnage en soi, ses particularités. Et justement, j'ai sous la main, pour les gens qui peuvent me voir en vidéo, j'ai une feuille de personnage classique, 8,5 par 11, recto verso, avec les différentes mentions importantes dessus. Ça respire très bien, pour vrai, c'est très clair également. Je vais la faire également apparaître en PDF pour que ce soit aussi plus clair on dit à la vue, si vous pouvez voir chaque élément qui constitue la feuille de personnage. Parce qu'on peut commencer en disant qu'un personnage est défini par 4 caractéristiques. Et ces caractéristiques, au lieu d'être les classiques force, dextérité, agilité et autres, elles sont représentées ou elles sont mentionnées comme étant différents animaux importants dans la culture inca. Il y a la vipère, le puma, le condor et le dauphin. La vipère va caractériser en quelque sorte, ça caractérise la sagesse du monde intérieur, c'est associé à la forêt amazonienne, au désert, l'intelligence, la capacité d'analyse, l'apprentissage, le bon sens, la créativité, ça va avec la vipère. Il y a le puma, qui est plus représentant en quelque sorte, va se trouver à la source dans le cœur. C'est vraiment se sortir d'une situation difficile, la résistance au personnage, au coup, sa puissance musculaire, on comprend que c'est un peu plus proche de la force physique en soi. Il y a le condor, qui est lié à la cordillère des Andes et qui va, en quelque sorte, aller avec les sens, détermine le fait, comment est-ce que le personnage va appréhender son environnement avec lui, sa capacité à discerner les choses cachées, mais aussi également, ça représente aussi le côté psychologique, les interactions sociales, les émotions personnelles, la connexion avec l'animal auquel le personnage est étroitement lié. Et finalement, le dauphin, qui est lié au mouvement, donc l'agilité. Ça représente la maîtrise du personnage, la maîtrise de son corps, la vitesse, le sens de l'équilibre, les contorsions, la précision. Les différentes caractéristiques se mesurent le niveau d'aptitude du personnage en intellect, puissance physique, etc. Ces caractéristiques ont une valeur qui est comprise entre 1 et 6. Un score de 1 signifie que le personnage est assez faible, un score de 2 représente une moyenne, et bien sûr, 6, ça représente la quasi-perfection. Mais il y a aussi les compétences, qui sont échelonnées également, tout comme les attributs, mais au lieu d'être de 1 à 6, c'est de 0 à 6, puisque tu peux avoir 0 dans une compétence, puisque c'est un sujet un peu plus pointu. Et les différentes compétences sont associées aux différentes caractéristiques, aux différents attributs, comme par exemple, si on prend la vipère, qui est plus en lien avec l'intelligence, eh bien les compétences dans la vipère, c'est la culture, l'échange, l'enquête, l'herboristerie et les langages. En plus de ça, il y a une règle optionnelle, je vais seulement la mentionner vite comme ça, il y a une règle optionnelle qui permet d'avoir certaines spécialisations encore plus poussées dans certaines compétences. Comme par exemple, un personnage pourrait être bon à culture, avoir une bonne culture générale sur les éléments qui l'entourent, mais encore plus, il est spécialisé dans la culture espagnole. Il s'y connaît vraiment bien dans son ennemi, il a appris le nécessaire pour pouvoir comprendre les Espagnols, la culture espagnole. Et lorsqu'un personnage, en fait, la mécanique de jeu repose sur un système de dés à 8 faces. C'est les dés que vous allez lancer le plus souvent durant une partie. Lorsqu'un personnage tente une action, le maître de jeu, qu'on nomme dans le contexte ici présent Lapu Inti, indique au joueur quelle compétence il doit utiliser. Le joueur va lancer autant de dés à 8 faces que son rang en compétence, plus la valeur de la caractéristique qui est associée à la dite compétence. Donc, en prenant un exemple, admettons qu'un personnage a une intelligence en vipère. Il y a une vipère de 3. Ça me fait toujours dire un peu drôle de le dire comme ça. Il y a une culture de 2. Il va donc lancer en tout 5 dés. S'il doit faire, par exemple, un jet sur ses connaissances de la culture espagnole, il va lancer 5 dés. 3 en vipère, 2 en culture. Le fait d'avoir une spécialisation en espagnol, par exemple, ça lui permet de relancer les résultats de 1 qu'il va avoir sur son dé.
Ensuite, le joueur ou la joueuse prend conscience du nombre de réussites obtenues. Et c'est possible d'acheter des dés qui sont, on va dire, spécifiques pour Sapin K, parce que ce n'est que des D8, mais les dés de Sapin K vont avoir des petits symboles inscrits dessus au lieu d'être les chiffres habituels. Mais vous pouvez absolument, sans problème, jouer avec des D8 normaux, des D8 qui vont seulement avoir les chiffres, parce qu'au final, c'est les chiffres qui sont importants. Une réussite s'obtient avec un 3, qui représente les 3 mondes, donc quelque chose d'assez important pour les Incas. Un 4, qui représente les 4 animaux sacrés, et un 7, qui représente les 7 cités secrètes. Donc les réussites, c'est sur 3, 4 ou 7. De plus, le 4 est explosif. Il compte comme une réussite et il peut être relancé pour tenter d'obtenir une réussite supplémentaire. Tant que le joueur obtient en fait un 4, il peut lancer des dés parce que les réussites supplémentaires, c'est relançable de nouveau. Le nombre de réussites est ensuite comparé au niveau de difficulté qui est défini par l'Apu Inti, le maître de jeu. C'est le nombre minimum de réussites nécessaires pour réussir une action. Par exemple, un niveau de réussite de 1, eh bien, c'est quelque chose d'assez facile. De 2, c'est plutôt moyen. 3, c'est complexe. Et ça peut aller jusqu'à 10, qui est divin. Et bien sûr, les autres résultats sur le D8, parce qu'on s'entend que vous avez une réussite sur un 3, un 4 ou un 7, eh bien les autres résultats vont être des échecs et il y a un des résultats, je ne me rappelle plus lequel précisément, qui vraiment plus est un échec un peu plus critique, qui peut vraiment avoir des répercussions négatives sur le personnage. Et en plus des caractéristiques de base, des compétences, des spécialités, un personnage va avoir également un niveau de défense, un niveau de méditation, un niveau de vigilance, un niveau de rapidité et toutes des choses qui peuvent être utiles dans le contexte d'un combat ou autre. Il y a bien sûr un système de combat associé. Il peut avoir un nom, j'espère, un âge, un métier, parce que vous êtes membre de l'Empire Inca. Oui, vous êtes un Amashak, mais vous faites quelque chose. Est-ce que vous êtes un soldat? Est-ce que vous êtes un guérisseur? Autre. Et également aussi une origine. Parce qu'au cœur de l'Empire Inca, il y avait plusieurs peuples qui vivaient avec différentes cultures, différentes croyances. Bien que, on doit se l'imaginer, vous avez une relation privilégiée avec l'Empire Inca puisque vous êtes un Amashak. Vous êtes un représentant de l'Empire qui a un lien avec une divinité et aussi un animal totem. Et là, ça en vient à ce fameux sujet-là que je ne vais pas trop m'aventurer parce que ça pourrait rallonger cette vidéo de plusieurs dizaines de minutes. Le système de magie. Parce que lorsque vous êtes en lien avec une divinité et un animal totem, ça vous permet d'avoir certaines capacités magiques qui grandissent avec le temps à mesure que vous êtes un bon Amashak. Et chaque divinité, chaque animal totem propose ses propres pouvoirs. Je pourrais vous donner juste un exemple comme ça, j'en ai un sous les yeux, c'est le lama, qui est un animal totem. Le lama, dans un de ses pouvoirs, quand même qui n'est pas un pouvoir de base, c'est crachat. C'est littéralement comme un lama. Le personnage peut cracher comme le lama, ce qui permet de faire fondre les métaux et certaines pierres. En combat, ces crachats peuvent se matérialiser en dangereuses billes. Si l'attaque les réussit, il inflige des dégâts de 3 points. En dépensant 2 points d'harmonie, vous voyez un peu le genre. Et ça, je trouve ça cool, parce que là, on s'éloigne beaucoup du classique « je fais une boule de feu » ou « projectile magique » ou « je fais un portail dimensionnel vers le plan de l'ombre ». Non, ce sont des choses qui sont très thématiques. La saveur, elle est là dans le monde Inca. Et justement, plus on avance, plus il y a ces pouvoirs-là qui grandissent en incroyabilité, même si c'est un terme qui ne se peut pas. Et au final, je n'ai même pas présenté l'ensemble des mécaniques ni des règles de Sapin Inca. Il y a plusieurs autres éléments que j'aurais pu mentionner, mais je trouve que ça fait quand même ça dresse un portrait global de ce que peut représenter le jeu en soi. J'aurais pu parler par exemple du combat qui suit une logique très classique d'un combat avec des tours de jeu, des actions qu'on peut faire limitées selon un nombre de secondes précises, les dégâts tombent à 0 sur le seuil de la mort, des choses comme ça demeure très très commun à plusieurs autres jeux, mais je trouve que ça vous permet quand même de vous faire une idée sur comment est-ce que ça se joue, parce que ça utilise ces fameuses mécaniques de D8, et surtout l'utilisation de plusieurs jauges. Et je pense que c'est peut-être là que ça peut être un peu plus difficile de référence à certaines personnes, parce que les jauges n'ont pas nécessairement des termes qu'on utilise souvent. Tu sais, souvent, par exemple, dans un jeu de rôle, il va y avoir même dans les jeux vidéo, il y a le terme la mana, qui est comme en quelque sorte la magie. Eh bien là, ce n'est pas ça. Tu sais, il y a les points d'harmonie, il y a l'œil mystique qui permet d'avoir
de définir le lien avec le dieu qu'on a, les points de, je pense que je regarde la feuille de personnage, l'essence aussi également, il y a une valeur, comme je l'ai mentionné, peut-être de méditation, vigilance, des choses comme ça. Bref, il y a plein de petits éléments à prendre en considération qui ne rendent pas le jeu plus complexe en soi. Je ne considère pas que c'est plus complexe, il faut juste s'habituer à la terminologie en soi des mécaniques. C'est très classique. C'est, comme je l'ai mentionné aussi au début, ce n'est pas du tout péjoratif et je vais revenir dans ma critique personnelle à la fin. Côté visuel, eh bien, c'est vraiment des fichus de beaux ouvrages. L'ensemble, là, avec l'écran de maître que j'ai ici dans mes mains, je vais essayer de l'ouvrir peut-être pour que les gens puissent le voir. Là. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Ça tient vraiment sur le bord de la table, cette pile de livres. L'écran de maître qui représente une espèce de grand décor avec des Espagnols, des méchants Espagnols et des Incas qui se rencontrent et qui vont possiblement guerroyer avec l'intérieur avec les informations nécessaires pour pouvoir animer une partie. Les illustrations de l'intérieur, de couverture et d'intérieur sont faites par Gabriel Bulic, David Charpoulet, Maxime Tépé et Gabriel Pardon. Tous des illustrateurs que je ne connaissais pas. Étonnamment, si je fais des critiques de jeu et tout ça, les illustrateurs dans la francophonie, j'en connais un peu, mais pas tant, j'en connais plus dans le monde anglophone. Mais c'est très beau, c'est très liché, c'est très classique. On n'est pas du tout, c'est pas pété, là, c'est pas Morbox, c'est pas un petit zine do it yourself là, fait sur le coin d'une table avec un dessin brouillon de quelqu'un qui tient une épée. Là. Non, c'est très beau, c'est très jeu de rôle. c'est très jeu de rôle professionnel. Et maintenant, mon avis personnel. Par où débuter? Parce que là, j'ai dit beaucoup de choses. J'ai même dit j'ai dit mon avis sur plusieurs éléments pendant également la vidéo. C'est un gros morceau sur lequel je dois élaborer, alors que je suis plutôt habitué à des ouvrages plus mini, en format A5, qui n'ont pas de contexte historique préétabli. C'est vraiment plus ma tasse de thé. Par contre, le niveau d'information historique, géographique, sociale, je vais commencer avec ça, est suffisant pour s'imprégner du contexte de l'Uchronie sans être trop savant pour perdre des profanes. Les principaux peuples sont décrits, plusieurs éléments qui sont importants, qui sont mentionnés. Je pense que peut-être le point où est-ce que des personnes vont se perdre, c'est justement la langue inca, les mots qui ne sont pas du tout familiers ou qui ne sont pas du tout comme... On va dire qu'ils n'ont pas du tout une racine non plus germanique ou anglo-saxonne. Ça va peut-être être un peu plus difficile des fois à avoir l'espèce d'intuitivité qui va nous permettre de comprendre de quoi est-ce que ça parle. Et ça, c'est aussi très commun, je trouve, dans un jeu de rôle fantastique. On va dire qui provient d'un univers inventé. Ils vont nous dire le mont Blacklook qui est sur le bord du château Ripoxel. Tout ça, c'est des choses que moi, j'ai de la difficulté que je vais finir par oublier. Mais ça pas un cas quand même, c'est un peu cet aspect-là, parce que c'est beaucoup de terminologie, beaucoup de mots, beaucoup de noms propres qui peuvent être difficiles à assimiler. Mais tout de même, l'information qui est présente dans le livre de base, du moins, c'est très clair. Pour vrai, c'est très bien expliqué. Je comprends le monde, ou du moins je comprends ce que le livre veut me présenter du monde Inca. On peut comprendre l'activité d'un Anashak, c'est le protecteur du peuple Inca, qu'est-ce qu'il fait au quotidien. Et le système de jeu, il est simple, il est efficace. Et là, justement, ça aussi, c'est un point que je trouve important de mentionner. J'ai vu quelques commentaires en ligne et autre chose, ou en vidéo, comme quoi les gens mentionnaient qu'ils trouvaient que le système de jeu était très classique. Peut-être. Oui, c'est très de base. Je sais pas trop sur quoi est-ce qu'il fallait se baser pour pouvoir élaborer sur un système classique ou non classique. Je ne pense pas que j'aurais vu Sapin Inca avec un système ultra pété, narratif, avec plein de mécaniques qui vont utiliser des cartes à jouer, puis plusieurs jetons qu'on va devoir lancer sur les cartes pour pouvoir accomplir certaines actions. Ici, le jeton tombe sur un 5 ou sur le coin d'une carte, mais ça veut dire quelque chose dans la réussite d'accomplir une action ou non. J'aurais pas vu Sapin Inca sous cet angle-là de mécanique, puisque déjà que je trouve que le contexte de base est très dépaysant. Le contexte de base nous propose quelque chose de complètement différent de ce qu'on voit habituellement, qui est basé sur quelque chose de vrai et qui va aussi élaborer sur quelque chose qui est inventé, bien sûr. Ça ne me dérange aucunement que ce soit plutôt classique parce que je trouve que c'est plus facile à ce moment-là de le prendre en main. Je crois que ça aurait pu être un frein
ou du moins je pense que ça aurait pu être un peu plus complexe justement de devoir s'habituer à toute la terminologie de l'univers Inca, en plus de devoir prendre en main des mécaniques de jeu qui sont très particulières, qui sont très nichées, qui vont au-delà de ce qu'on est habitué ou qui veulent vouloir réinventer un peu le jeu de rôle. Il y a plein de jeux comme ça qui s'y portent très bien, que je trouve très cool, mais en mon sens, je considère que pour le contexte de Sapin Inca, ça fonctionne très bien avec le système de mécanique de D8 qui correspond à différents chiffres sacrés pour les Incas et la répartition très traditionnelle entre le maître de jeu et le joueur, vu les caractéristiques, les compétences, c'est très simple à ce niveau-là. Et je dis rien du tout contre les mécaniques qui sont un peu plus flyées, qui sont un peu plus originales. Je pense que dans un contexte où ça n'aurait pas été Sapin Inca, ça aurait été un tout autre jeu médiéval fantastique avec le système de Sapin Inca, j'aurais possiblement dit à ce moment-là, ok, ouais, j'aurais eu besoin de quelque chose de plus pour pouvoir, disons, réinventer mon expérience. Avoir des mécaniques justement qui sont un peu plus hors de ce qu'on est habitué de voir. Mais Sapin Inca a déjà cette prémisse d'univers qui est très originale, qui est représentée de manière respectueuse, pour vrai, et qui a aussi cette richesse-là d'offrir un futur qui est approximatif et qui peut être changé, faisant en sorte que pour moi, je considère que c'est très original comme jeu, même si les mécaniques sont plutôt classiques. Je pense que si vous êtes un amateur d'histoire, que vous appréciez les jeux de rôle justement qui vont sortir des sentiers thématiques les plus connus pour aller explorer d'autres endroits, d'autres époques qu'on est moins habitué à se tremper les pieds dedans, je trouve que Sapin Inca peut vraiment être une très belle porte d'entrée. Surtout si vous êtes déjà familier avec le jeu de rôle, si vous avez déjà joué à certains jeux et que vous êtes familier justement avec le concept de lancer les dés, niveau de réussite et tout ça. Sapin Inca n'est pas du tout compliqué à ce niveau-là et je crois que ça peut être une très belle expérience pour vous. Si vous aimez aussi un peu l'aspect magie, high fantasy, parce que ça demeure qu'on est dans un contexte historique, d'une uchronie, mais vous êtes quand même, vous n'êtes pas vous n'êtes pas rien, vous êtes des Amashak, vous avez des capacités, vous avez des pouvoirs, vous êtes plus cool que la moyenne des membres de l'Empire Inca. Et non, pour vrai, c'est une très belle expérience. Je le conseille fortement. Moi qui est vraiment, puis justement, ça vient de quelqu'un, d'un gars qui est vraiment, vraiment plus familier, qui apprécie beaucoup plus les jeux minimalistes aux petits univers qui sont très simples et qui vont pouvoir être construits plus avec le meneur et aussi les joueurs et les joueuses. Sapin Inca a cette richesse de vouloir me donner le goût de découvrir le monde qu'il offre. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare. Je dois l'avouer, c'est très, très rare. Me donne le goût de découvrir ce qui se cache dans la Cordillère des Andes, les secrets de l'Empire Inca, parce qu'il y a une saveur à ça où est-ce que j'ai le goût d'en savoir plus. Parce que c'est basé sur quelque chose de vrai, sur des croyances. Et encore une fois, je l'ai mentionné, mais je veux leur dire, la recherche qui est faite pour ce livre-là, elle est vraiment très cool. Et je vais en parler dans un autre ouvrage, parce que, c'est comme je l'ai mentionné, ça ne sera pas ma seule vidéo sur le sujet. Je vais en faire au moins une ou deux autres. Ma seconde critique, en fait, je vais parler j'ai déjà commencé à l'écrire. C'est quand même un sacré morceau aussi à prendre en charge, là. Ça va faire tenir mes choses. C'est le livre sur le Taiyuan Tissu. Taiyuan Tinsuyu, qui est en fait l'univers, l'Empire Inca. Et ça nous présente en fait les 4 régions de l'Empire Inca avec leurs particularités, les peuples qui y vivent et les différentes, on dirait, ambiances de mission qu'on pourrait y retrouver, ou du moins les quêtes dans lesquelles nos Amashak pourraient se lancer. Et ça aussi, c'est une foule d'informations vraiment, vraiment intéressantes sur des choses qui sont vraies, sur des choses qui ne sont pas vraies. Et un comme l'autre, c'est très bien présenté, c'est très bien affiché, c'est très bien écrit, c'est très clair. Donc, pour vrai, très cool. Très cool, Sapin Inca. Je vous conseille fortement d'aller voir ça. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo si vous êtes curieux d'aller jeter un coup d'œil sur ce que le jeu peut proposer. Il y a d'ailleurs un petit livret d'initiation qui est disponible sur Internet. Je crois qu'il est disponible encore. C'est comme les premières missions. Là, ça vous présente brièvement le système de jeu, la création de personnages et tout ça, et aussi un peu le contexte historique. Et ça permet un peu de prendre en main le Sapin Inca et de l'explorer. Et il y a un glossaire aussi qui est accessible, qui vous permet de comprendre la terminologie, certains mots et tout ça. Et pour ça, c'est quand même assez important, surtout dans ce contexte de ce jeu-là. Mais moi, ça me donne le goût
ça me donne le goût d'aller explorer l'Empire Inca, d'aller lancer en aventure quelques Amachaks qui vont devoir affronter possiblement les Espagnols. J'aime beaucoup cette dualité-là entre les Espagnols, les enclaves espagnoles qui sont cachés quelque part dans l'Empire Inca et les Incas qui doivent un peu dealer avec l'envahisseur grâce à leur pouvoir divin. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous demanderai de liker, commenter, partager, de laisser un petit pouce vers le haut aussi, si possible. Laissez un commentaire. En fait, dites-moi si vous avez testé Sapin Inca. Je serais curieux de savoir pour ceux qui l'ont testé, pour ceux qui l'ont lu, que vous soyez au Québec ou en Europe. C'est un jeu c'est un jeu en français. C'est quelque chose d'assez rare que je parle sur la chaîne. Donc, je suis vraiment comme excité d'avoir des retours des gens, le pouls vraiment de ceux qui sont vraiment plus habitués aux ouvrages francophones. Qu'est-ce que vous en avez pensé par rapport à d'autres gammes, peut-être? Et pour les autres, eh bien, on se retrouve à la lisière de la Cordillère des Andes afin de découvrir finalement qu'est-il advenu à ces mystérieuses cités d'or. À la prochaine.